j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le JDF, le journal du fight, épisode 24, podcast que j'ai le plaisir de présenter avec le grand manager, l'élite des managements en Europe. J'ai nommé Monsieur Guillaume Pelletier. Guillaume, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Tout l'honneur est pour moi. C'est la 24e fois que j'ai l'honneur de présenter le JDF avec l'élite des médias en Europe. Donc voilà, merci à toi. Et en plus, on a Guillaume qui nous a investi dans un magnifique micro. Attention les amis, attention les autres podcasts, on arrive, hein. Eh ben oui, les amis, il fallait investir, donc on a investi, hein. On fait le travail maintenant, c'est parti, hein. Super, donc on va commencer ce JDF 24 avec une interview de Dana White qui a été faite sur RMC Sport où il a parlé de Benoît Saint-Denis, donc il a fait des éloges à son égard au sujet de sa dernière performance face à Ismaël Bonfim. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait sur le dernier JDF. Voilà, vous avez mis beaucoup de commentaires concernant la performance de Benoît, donc merci beaucoup. Et donc Dana White qui s'est exprimé, qui a félicité Benoît Saint-Denis et clairement qui s'est pas caché de dire que c'était un danger pour la catégorie des poids légers. Bah, effectivement, je pense qu'après sa dernière prestation, clairement, c'est comme si c'était un nouveau combattant qui est arrivé dans le roster des lightweight. En fait, c'est une découverte pour beaucoup, d'experts et de fans du MMA. Voilà, hein, aujourd'hui, clairement, Benoît s'est positionné. Aujourd'hui, il affiche ses ambitions. Les choses sont claires, les choses sont plus claires, j'ai envie de dire. Nous, Benoît, bon, comme je l'ai expliqué précédemment, on le connaît depuis très longtemps, on avait une idée de quoi il était capable. Sauf que maintenant, ça devient un peu plus, réaliste pour, la plupart des gens, qui sont concernés de près ou de loin dans le MMA. Donc, voilà, cette déclaration effectivement de Dana White, elle fait très plaisir. Ça fait, tu sais, ça fait toujours plaisir quand parce qu'on n'est que des salariés, hein, tu sais? Donc quand ton patron, reconnaît que ton travail est bien fait, bah, clairement ça présage d'excellentes choses pour la suite, hein. Ah, super. Et du coup, Benoît Saint-Denis nous a fait ses souhaits et ça nous a partagé sa motivation d'être à l'UFC Paris. Toi, tu as confirmé en exclusivité sur mon podcast qu'il allait y être. Dana White nous a confirmé aussi ça. On a eu un combattant du nom de Drew Dober, qui est un gros nom, qui est un gros test euh, pour cette catégorie. Où en sont un peu les négociations? Est-ce que tu peux nous donner, pas forcément une exclue, mais où ça en est? Où ça en est, Guillaume? Alors là, au À moment où l'heure on où on parle. enregistre le podcast, ouais, au moment où on se parle là tout de suite, je suis en plein dedans. On est en plein dans les négociations. Voilà, c'est la petite guerre là qui est enclenchée où chacun essaie de défendre et protéger ses intérêts, mais c'est une partie qui est très plaisante à faire. Voilà, je réitère ce que j'ai dit lors du dernier JDF, comme quoi Benoît Saint-Denis sera à l'UFC Paris. C'est clairement ce sur quoi on est en train de travailler avec l'UFC. Maintenant, il y a aussi une donnée très importante à prendre en compte, c'est qu'il faut un adversaire et voilà, on y travaille. En fait, il faut un adversaire qui ait du sens, c'est-à-dire mettre Benoît juste pour le mettre, ça n'a aucun intérêt, tu vois? Il faut que ce soit un combat qui ait du sens et on est en train de travailler dans cette direction. Donc voilà, ça bosse et ça bosse dur. En tant que manager, est-ce que c'est la partie qu'on aime le plus, ces négociations-là et avec l'UFC? Ouais, bah, ça a une partie, comment dirais-je? Ça a un côté un peu, j'allais dire jouissif, en fait. Tu sais, le fait de chacun de défendre son beefsteak et le fait de remporter, pardon, entre guillemets, «les négociations». Tu sais, chacun place la barre très haute. Donc nous, on place la barre très haute quant aux ambitions. Il faut aussi que les comment dirais-je? Que le salaire de Benoît soit en adéquation avec les ambitions. Évidemment, l'UFC en tant que grand, comment dirais-je? Numéro un et leader du MMA, bah, eux, essaient de rabaisser un peu nos ambitions salariales, ce qui est tout à fait normal. Donc on est en plein dans cette période à l'heure actuelle. C'est une période qui est très agréable, en fait, ça fait partie du travail. Voilà, ouais, c'est cool, c'est cool. Après, je t'avouerai que
J'aimerais que ça s'éternise pas trop non plus. On a aussi Benoît qui a besoin d'avoir un nom et de se préparer pour l'UFC Paris. Donc aujourd'hui, on doit être à 7 semaines, il me semble, de l'UFC Paris. Donc c'est vraiment le délai parfait pour entamer le camp d'entraînement. Donc il faut que les négociations arrivent à leur terme très rapidement, quoi. Et là, clairement, l'UFC se presse pas, j'ai envie de dire, avec l'UFC Paris pour nous annoncer la carte en entière. Il nous manque encore beaucoup de combats. Bon, il y a eu la signature donc de Nora Cornol. Ouais. Euh, Là, je voulais parler avec toi d'une signature qui fait beaucoup de bruit, mais qui est toujours pas annoncée. C'est celle de Abdul Aboragimov. On l'attend, on se demande est-ce qu'elle va arriver. Moi, j'ai mis de gros doutes de plus en plus. Est-ce qu'ils vont réussir à lui trouver un adversaire? Est-ce qu'ils vont le faire signer? Il y avait apparemment des promesses qui avaient été faites par mail, aussi par message. Enfin, je ne sais pas où en sont les négociations de ce côté-là, mais est-ce que toi, tu penses que Abdul sera sur cette carte, même si on sait, tu nous l'as déjà dit, Abdul, il a clairement le niveau UFC et il mérite sa place. Mais Bien aujourd'hui, sûr. est-ce que tu penses pas qu'avec le délai qui reste là, c'est peut-être pas un peu trop tard? Alors, je t'avouerai qu'effectivement, comme je t'ai dit, maintenant, il reste 7 semaines pour l'UFC Paris, ce qui est un délai qui est relativement court et pour répondre de façon très honnête, j'étais en train de bugger parce que je me demandais comment j'allais tourner ma phrase. Je ne vois pas comment Abdul pourrait ne pas signer à l'UFC. Clairement, il va signer à l'UFC, il doit signer à l'UFC, donc je vois pas comment il pourrait en être autrement. Maintenant, tu parlais d'adversaire. Est-ce qu'ils vont lui trouver un adversaire? Ça, c'est jamais un problème, tu sais? Dès lors qu'il y a un contrat UFC à la clé, on trouve toujours un adversaire, tu vois? Donc je pense pas que le problème vienne de ce côté-là. Je peux pas t'en dire plus, n'étant plus le représentant d'Abdul Abdouragimov, je peux pas te dire ce qui se fait. Maintenant, effectivement, c'est une signature qui commence à traîner, mais encore une fois, je réitère mes propos, je vois pas comment il pourrait ne pas signer à l'UFC. Enfin, tu vois? Ça, pour moi, Ok, c'est une obligation. bien sûr, bien sûr. Non, mais parce que peut-être je me dis que l'UFC a des nombres limites de recrutement, tu vois. Est-ce que tu penses qu'ils ont carte blanche, ils peuvent recruter autant qu'ils veulent? Quand tu sais, quand l'UFC veut quelqu'un, ils l'ont, tu vois? Tu sais, j'ai encore reçu une offre il y a 2 jours, pour un 70 kilos, tu vois? Et dis-toi, on en parlera un petit peu plus tard, je peux pas m'éterniser là-dessus pour l'instant. C'est une offre qu'on a refusée en plus. Donc tu vois, des offres à 70, il y en a. Donc non, non, je réitère mes propos, Abdul va signer à l'UFC. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Et on va passer donc à une actu là qui vient de tomber là il y a quelques heures. C'est le combat en boxe anglaise Mmh. de Tyson Fury vs Francis Ngannou. Ça y est, c'est officiel, enfin, euh, ça s'est enfin fait. Donc ça, c'était un combat que je pensais vraiment qu'il allait jamais se faire, Guillaume. Mmh. Je sais pas toi ce que t'en penses. Bah, je crois qu'on pensait tous que ça serait réalisable au moment Hmm. où Francis a quitté l'UFC. On pensait que ce serait annoncé, très rapidement après sa sortie de contrat et bizarrement, en fait, ça a pris beaucoup de temps, ça a traîné énormément. Voilà, enfin, ça y est, c'est signé, enfin, c'est dans la boîte. Si ma mémoire est bonne, il parlait du mois d'octobre, il me semble, Le ou fin 28 octobre, je octobre crois. en Arabie Saoudite, au Riyad exactement. Superbe, magnifique. La question maintenant est: qui va gagner? Et là, c'est moi qui te pose la question. Moi, je pense Francis Ngannou. Je pense vraiment que Francis Ngannou peut. Ouais, je pense que OK. Francis Ngannou peut créer la surprise de par sa puissance, même si on sait que le Gypsy King a une boxe magnifique et il a des qualités pour un peu baisser cette puissance qu'a ses adversaires. Je pense à un Deontay Wilder, tu vois. Il Mmh. s'agrippe, il colle. Mais je sais pas pourquoi j'y crois. Francis Ngannou, il nous a, tu vois, il nous a surpris en Alors, MMA et ma question est maintenant, tu sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu serais capable de poser un billet sur ton pari? je poserai un billet et
Et à quelques jours du combat, je viendrai se montrer ce billet dans le JDF. Voilà, Guillaume. Non, mais le billet, c'est contre moi parce que moi, je t'annonce une victoire de Fury. Ah, C'est pour d'accord, ça. ok. Eh ouais. Donc on y va, c'est parti? Allez, On ok. pose combien alors? Ok, carrément. On va pas poser beaucoup, hein. Bon, réfléchis, vois avec madame ton budget et on voit ce qu'on peut faire. Mais, Ça marche. non, trêve de plaisanterie, moi je pense que ça va être compliqué pour Ngannou. Je pense que le la boxe est un autre sport, qui est un petit peu négligé parce que tu sais maintenant, voilà, il y a tellement d'intérêt autour du MMA qu'on ne parle et on ne voit que ça. Il faut pas oublier que la boxe anglaise, ce qu'on appelle le noble art, est une boxe complète, compliquée avec, comment dirais-je, de nombreux aspects qu'on ne maîtrise pas, notamment ce que tu as cité tout à l'heure, le fait d'affaiblir et de fatiguer les adversaires et je crains que si Francis n'est pas capable de toucher très rapidement dans le combat, ça devienne très, très compliqué pour lui, un petit peu à l'image du combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Bon, en tout cas, on a hâte et on y reviendra à quelques semaines, bien sûr, du combat. On va passer à la rubrique de la BTT News, toute l'actualité de la Bulgarian Top Team, la team de Guillaume. Donc voilà, je vais lui donner la parole. Qu'est-ce que depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui on a Eh eu? beh, écoute, depuis la magnifique victoire de Benoît Saint-Denis à l'UFC, donc on a maintenant la semaine prochaine Morgan Charrière qui fera son retour au Cage Warriors, donc le 21 juillet. Combat très important pour Morgan parce que, bah, voilà, hein, j'ai pas peur d'afficher les ambitions. Les ambitions clairement sont de rejoindre l'UFC pour Morgan et rejoindre l'UFC, ça passe par une victoire obligatoire le 21 juillet. Donc voilà, 21 juillet, notez la date, retour de Morgan Charrière. Derrière le 28, on aura Adem Afroun qui va combattre à l'Hexagone, de Béziers. Donc voilà. Je crois d'ailleurs que c'est sur la même carte que Greg notre ami MMA? Greg. Ouais, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder. Ou peut-être que j'en dis une. Ouais, Ah bah tiens, écoute. regarde. Pendant qu'on en parle, on va aller jeter un œil à la carte d'Hexagone. Celle du 28 juillet, ce sera l'Hexagone MMA 10, effectivement, pour main event. Ouais, Grégory Bouchlagem contre Gianluca Lociero. Et c'est voilà. beau. Ouais, 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 tout à fait. Très très beau. Donc sur cette carte, comme je disais, donc Adem Afroun qui est à 2-0. C'est un jeune qui a été signé dans les camps de la BTT il y a 2 ans, qui est aujourd'hui à 2-0, qui a eu l'occasion de faire la passe de 3. Donc, voilà encore un joli travail, de l'équipe de scouting de la BTT, qui arrête plus de faire monter de jeunes talents et comme je le disais précédemment, les années à venir s'annoncent, vraiment radieuses pour la BTT parce que derrière on a des gars comme JB par exemple qui font un travail exceptionnel avec les jeunes. Donc voilà. Aéran. Ensuite, on a Abou Tunkara qui combattra le lendemain, le 29 juillet à À Octogone. l'Octagone contre Ivan Buchinger. Alors là, clairement, c'est le Gros combat de test. la ah ouais, c'est le combat de la carrière d'Abou Tunkara. En cas de victoire contre Ivan Buchinger, clairement, ça ouvre énormément de portes. C'est pas une clé, Ivan Buchinger, c'est un trousseau carrément. En le battant, tu as l'occasion de signer dans la majorité des organisations européennes. Donc gros combat à venir pour Abou Tunkara et on lui souhaite le meilleur, bien évidemment. Et le lendemain, j'en parle quand même malgré que ce soit un étranger. Non, pas le lendemain, le même jour, pardon, le 29 juillet, j'ai Shaj Haq qu'on avait pu voir pardon, sur Ares, qui défendra sa ceinture flyweight du Cage Warriors en Italie. Super. Et aussi Voilà. une news concernant un de tes combattants, Amin Ayoub, qui a signé, qui a fait un post ou qui l'a dit après avoir fait sa carrière et fait pas mal de batailles au Ares. Il retourne à la maison, comme il a dit, là où il a été champion. Double champion, je crois, Ouais, tout à du fait. Brave. Tout à fait. Et comment dirais-je? Oui, bah, Amine, en fait, si tu veux, avait un contrat en cours avec le Brave, un contrat qu'il se doit de terminer, de clôturer. Le Brave l'a laissé partir, lui a donné l'autorisation d'aller combattre un petit peu à l'extérieur,
mais voilà, il se doit de respecter ses obligations contractuelles. Donc voilà, retour à la maison comme il l'a dit pour terminer son contrat. Super. Et en plus, le Brave qui a pas choisi n'importe où. Ils ont été à Nantes. Donc là, clairement, il y a Amin Ayoub. Ils sont très très forts le Brave hein, en termes de. Ils savent le potentiel que a Amin Ayoub pour remplir des salles. Et là, ça va être une belle soirée en tout cas. Ouais, ouais, effectivement, bah, Amine, on connaît son pouvoir pour, réunir les foules et clairement chez lui à Nantes, oui, ça risque d'être le feu, effectivement. Super. Alors, on va passer au gros sujet du podcast du JDF, c'est la construction de carrière. Donc, c'était un commentaire justement qui avait été fait par un des abonnés du JDF. Il me semble que c'était le jeune Wakandé. Ouais. Et on avait tellement trouvé ce commentaire intéressant qu'on avait dit qu'on en ferait un podcast. Donc voilà, l'heure est arrivée. Guillaume, la construction de carrière, du coup, par toi, elle commence quand cette construction de carrière? Je vais te poser quelques questions et je te laisse t'exprimer là-dessus. Et si j'ai des questions qui me viennent, j'hésiterai pas à te les poser. Voilà. Bah, pour te répondre, tu me demandes, elle commence quand la construction? Bah, comme tu le sais, Kevin, nous aujourd'hui à la BTT, on fait le maximum pour commencer avec les combattants, lorsqu'ils entament leur carrière professionnelle. Pour nous aujourd'hui, c'est une priorité, c'est un objectif. En fait, on ne fait plus, on ne signe plus de combattants qui ont déjà entamé une carrière professionnelle et qui viennent ensuite à la BTT. On essaie de ne plus le faire, même si, on ne peut jamais dire jamais, bien évidemment. Mais on s'est rendu compte avec le temps qu'il y avait pas un travail plus précis, d'horlogerie que de commencer avec un combattant, commencer avec lui sa carrière au niveau professionnel et de l'emmener le plus loin possible. Je pense que c'est le travail le plus abouti pour n'importe quel manager. Tu imagines, la beauté du travail? Je pense que ça devrait être normalement l'objectif pour tous les managements. Quand tu signes un combattant, déjà, tu arrives à le repérer au niveau amateur. Je trouve que c'est déjà un travail exceptionnel, tu vois? Le fait de pouvoir, ensuite le faire monter, de lui trouver les combats adéquats pour, garder sa série de victoires et d'invincibilité la plus longue possible et ensuite le signer dans une grosse organisation ou ensuite le signer dans une très grosse organisation comme l'UFC. Moi, je trouve que c'est le travail le plus compliqué, mais aussi le plus beau à faire, en tant que manager moi, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment là-dedans que je prends beaucoup de plaisir, hein. D'accord. Ouais, d'ailleurs, ben, notamment avec les training camps de la BTT, tu peux nous expliquer ça, cette idée, justement, j'imagine que c'est pour détecter les futurs champions de demain, C'est mais ça. d'où te part cette idée et, euh, et est-ce que tu l'as mise en place justement pour accélérer un peu justement ces détections? Tout à fait. Alors, moi et mon équipe, en fait, il y a 3 ans maintenant, clairement, on a regardé, on a retracé un petit peu le travail qu'on a fait et aujourd'hui, bah, tu as vu, regarde, je peux te parler de Fares Ziam qu'on a pris de zéro, qu'on a monté à l'UFC. Je peux te parler de Benoît Saint-Denis qu'on a pris de zéro, qu'on a monté à l'UFC. Je peux te parler d'Abdoul Abdouragimov qu'on a pris de zéro, qu'on a ramené, champion du Brave. Je peux te parler d'Amin Ayoub, qu'on a récupéré, j'aime pas ce terme, avec qui on a commencé à travailler à un moment où c'était compliqué dans sa carrière, qui a fait double champion à l'UA Warriors et champion du Brave. Je peux te citer Morgan Charrière, pareil, qui a rejoint nos rangs à un moment un petit peu compliqué de sa carrière, qui a été champion du Cage Warriors avec la carrière qu'on connaît aujourd'hui. Je peux te citer énormément de combattants, des Noah Gugnon qui est à 4-0, je peux te citer Nikita Leshukov qui est à 4-0, je peux te citer, tiens, un petit jeune portugais qui est venu à 18 ans au camp de la BTT, qui est aujourd'hui à 4-1. euh, bon, même s'il devrait être à 5-0 parce qu'il a fait une grave erreur lors d'un combat. En fait, pourquoi je te fais cette démonstration? Pour bien, encore une fois, appuyer sur le fait que c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps et qu'on aime faire, en fait. Moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire et on s'est rendu compte qu'en fait, une relation, si tu veux qu'elle fonctionne,
la confiance est obligatoire et que le seul moyen d'installer justement cette confiance, bah, c'est le fait de travailler avec un combattant, au moment où il y a rien à gagner, en fait. Tu vois? Parce qu'au début de carrière, il y a rien à gagner finalement, tu vois? Le manager travaille gratuitement et je pense que c'est le meilleur moyen de créer une relation saine avec le combattant. Parce que tu sais, aujourd'hui, nous, on a des combattants, comme Oumar Sy, par exemple, hein, tu vois? Et tant d'autres, hein, qui sont contactés par d'autres managements, dis-toi et effectivement qui leur propose monts et merveilles parce que il est facile de récupérer un combattant au moment où il est rentable. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un comme Oumar Sy, tu sais qu'aujourd'hui, clairement, tu vas faire de l'argent avec lui. Tu prends quelqu'un comme Rouskov Domingos, tu sais que clairement, tu vas faire de l'argent avec lui. Sauf que tu vois, nous, quand on a commencé avec Oumar Sy et quand on a commencé avec Rouskov Domingos, c'était des périodes où ils combattaient pour 500 €, tu vois? Mmh. Donc, voilà, encore une fois, c'est juste une démonstration du travail que l'on fait, du travail qu'on prend plaisir à faire et bah, clairement, oui, les camps d'entraînement, les BTT camps ont été, créés dans ce but, c'est de repérer les talents de demain et Dieu sait qu'on en repère des talents. Tu sais, on a Hugo Guillon qui vient Mmh. des camps, de la BTT, on a Alexandra Tekena qui vient des camps de la BTT et je pourrais en citer encore beaucoup d'autres. Et Donc voilà, clairement, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous différencie des autres, cette volonté en fait de vouloir commencer avec nos partenaires le plus tôt possible dans leur carrière. et Guillaume, comment tu t'y prends? Est-ce que pour toi le parcours en amateur est aujourd'hui, obligatoire pour, justement, la construction d'un combattant, pour son parcours? C'est quasi obligatoire, ouais, je pense. Bah, déjà, ça rend notre travail à nous, managers, beaucoup plus simple parce que tu sais, c'est comme si c'était du semi-professionnel, en Mmh. fait, tu vois? Et grâce à ça, déjà, tu arrives à détecter les talents de demain, hein. Tu sais, tout le monde l'a compris aujourd'hui, le comment dirais-je? Le niveau amateur, le vivier, des amateurs, c'est clairement là où se trouvent, bah, tous les mecs qui vont exploser demain et qui vont combattre à très haut niveau. Donc, aujourd'hui, je pense que tu ne peux plus être manager sans avoir un œil très attentif à ce qui se passe, du côté des amateurs. Donc ouais, pour moi, en fait, c'est une obligation, clairement et c'est aussi pour ça que ça fonctionne très bien chez nous. C'est que encore une fois, je parle tout le temps de lui, mais JB, c'est quelque chose qu'il prend déjà d'une beaucoup de plaisir à faire et qui fait extrêmement bien. Il suffit juste de voir les signatures qu'il y aura dans les prochaines semaines dans la BT et tu remarqueras, bah, que ce sont des mecs qui ont performé, au niveau Ah, on a eu un petit souci, Guillaume. tu avec moi? Ouais, 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 toujours là, toujours là. On a eu un petit souci de connexion. Ah, ah, ah. Ouais, OK, OK. du coup, voilà, tu disais pour JB, du coup, qui prend lui aussi plaisir justement à détecter sur le circuit amateur directement. Et au niveau de la construction de carrière, ça c'est uniquement le job, j'ai envie de dire, du manager, ou c'est un travail d'équipe, il faut aussi parler avec les coachs. Parce que moi, tu sais, j'ai toujours cette idée en tête que c'est quand même l'entraîneur, le coach, qui décide un peu aussi de comment va être la carrière du combattant, ou c'est uniquement le travail du manager? Non, ça, c'est une idée qui est révolue maintenant, tu sais? Ça, c'est à l'époque où les coachs faisaient aussi du management, ce qui était clairement très courant parce que, tu sais, nous, on a commencé en 2015, donc il y a maintenant 8 ans et moi, je me rappelle, il y a 8 ans, quand on a commencé, il y avait quasiment personne, en fait, tu vois? Le management n'existait pas, en fait, tu vois? Donc oui, c'est ce qui se faisait avant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une époque, qui est totalement révolue et tant mieux. Je l'ai cité, je crois que c'était la semaine dernière où je disais: «Pour être performant, il faut que chacun fasse sa partie du travail» et je pense que la partie du coach, clairement, c'est de préparer le combattant, à être performant et à performer le jour J dans la cage. Et le dernier maillon de la chaîne est donc le combattant qui, lui, doit faire la performance et voilà, si chacun fait sa partie du travail comme il se doit, ça se passe a priori toujours très, très bien. Mais je pense que pour que ça fonctionne bien, il faut que chacun fasse sa partie sans, se mêler de ce qui se passe, dans une autre partie. C'est-à-dire que là, tu parlais de coach
qui décide un petit peu de l'avenir de son athlète, heu, qu'est-ce qu'on va dire si le manager décide un petit peu du game plan du coach? Tu comprends? Je pense que pour que ça fonctionne, chacun doit avoir sa partie. À partir du moment où toutes les parties, sont bien, comment dirais-je, distinctes et que chacun, fait son travail, regarde, ça se passe très bien. Regarde ce qui s'est passé avec Benoît Saint-Denis. Regarde comme ça se passe entre moi et Daniel Worin. Tu vois? C'est un bel exemple de ce qu'il faut faire et de ce que j'aimerais reproduire, beaucoup plus souvent. Et qu'est-ce qui peut empêcher justement cette construction de carrière? Qu'est-ce qui peut être néfaste justement pour l'athlète? Les aléas de la vie, les aléas de la vie. Il y a beaucoup de côtés néfastes. Tu sais, le manager, c'est aussi une société de conseil, j'ai envie de te dire. Ouais, mais le manager, je pense, ne doit pas se mettre, devant son combattant et choisir à sa place. Tu sais, je m'exprimerai, je pense, plus longuement à ce sujet dans un autre JDF, mais il y a 2 jours, j'ai reçu une offre de l'UFC pour un de mes combattants, dis-toi. Sauf que mon combattant a pris, une décision, totalement à l'opposé. A préféré combattre dans une autre organisation, devant son public et refuser l'offre de l'UFC, tu vois? Ce qui moi me semble totalement fou, tu comprends? Parce que moi je pars du principe où, rentrer un combattant à l'UFC, ce sont des années de travail. Mais la question est: est-ce que mon objectif à moi doit être plus fort que l'objectif du combattant? Ça c'est une grosse question, hein. Tu sais, tu as Mmh. des combattants, qui eux ont des plans de carrière différents de ceux que tu voudrais leur donner, en fait, tu comprends? Et en fait, moi, j'essaie toujours de conseiller les combattants du mieux que je peux, mais le dernier mot, ça restera toujours le combattant qui l'aura. C'est-à-dire que tu vois, dans l'exemple du combattant que je te cite, le combattant sans nom, parce que je peux pas le donner, le combattant qui s'appelle du coup Fantomas, on va l'appeler Fantomas. Bah, tu vois, Fantomas, moi je voulais le signer à l'UFC, lui préférait, faire autre chose. Que dois-je faire, Kevin, dans ces cas-là? Mmh. Moi je suis là pour le conseiller, je suis son agent, je suis là pour, tu sais, il faut aussi qu'il kiffe ce qu'on fait, tu vois? Et à partir de ce moment-là, si tu prends ton pied dans une autre direction, même si ça m'emmerde, même si je l'aurais pas fait, même si ça risque de nous causer beaucoup de tort et beaucoup de problèmes, bah, écoute, moi, tu es mon gars, je vais t'aider, je vais te soutenir et je vais te défendre, du mieux que je peux, quoi, tu vois? C'est aussi ça être une équipe. Et toi, quand tu fixes, par exemple, avec un combattant, c'est un peu une sorte de game plan? Il y a des objectifs qui sont fixés à court, moyen et long terme. Et enfin, est-ce que déjà c'est rédigé ainsi? Et est-ce que l'objectif de la construction de carrière, la finalité, tu l'as dit tout à l'heure, c'est soit d'aller dans une grosse organisation ou dans une grosse, c'est l'UFC pour tous les combattants? Enfin, là, tu prouves que non en parlant Non. du combattant Fantomas. Mais est-ce que pour toi, en tant que manager, la finalité, c'est d'emmener ton combattant à l'UFC parce que bah, aujourd'hui, c'est l'organisation numéro un. Je veux dire, ça doit être le but même de tous les managers en France. Alors, hem, Parce que tu l'as dit, ça, du coup, ça fait chier quand ils veulent pas y aller, forcément. Mais bien sûr. comment tu t'adaptes à ça, en fait? Bien sûr, mais la question, Kevin, c'est sur tous les licenciés, professionnels en France, combien ont le niveau pour rejoindre l'UFC? Tu sais, un bon manager, c'est aussi quelqu'un de réaliste et c'est aussi quelqu'un qui ne fait pas de promesses qu'il ne pourra pas tenir. Aujourd'hui, on a, 8 combattants français à l'UFC, c'est ça? Avec la signature récente de Nora Cornell, Il me c'est ça? semble. Ouais, je vais OK. vérifier ça tout de suite, mais oui, oui, On a 8 combattants français à l'UFC. Tu vois, j'ai pris, feuille et stylo en même temps que je te parle. Ma question tout à est: fait. est-ce que tu sais combien il y a de licenciés professionnels en France? Pas du tout. Attends, est-ce que j'ai peut-être la réponse en direct? Parce que j'ai posé la question à quelqu'un tout à l'heure. Ah, il m'a pas répondu. Il m'a pas Ok. répondu. J'ai posé, la question à quelqu'un de la fédé, pour te dire la vérité, comme je savais qu'on allait enregistrer et je voulais avoir sa réponse. Mais est-ce que tu as pas un chiffre approximatif comme ça? Ben, Moi, il me j'en ai semble aucune que idée. j'avais entendu qu'il y avait justement des problèmes, certains clubs qui prenaient pas, les combattants ne prenaient pas forcément les licences. Mais tu OK? parles de licenciés qui combattent en professionnel. Tout à fait. Ah, d'accord, ok, ouais, on enlève
Le amateur, franchement, je sais pas. Ouais, c'est une très très bonne question. Je sais pas, moi je dirais moins de 1000, mais vraiment Moins moins de de 1000. 1000. Ouais, Moins moins de de 1000. 1000. Ouais, OK, OK. Donc on va dire 900 alors, mais si ça se trouve, c'est beaucoup plus, hein. D'accord? ouais. En fait, tu vas vite comprendre où je veux en venir et peut-être que nos auditeurs ont déjà compris. Donc regarde, on va faire 8 fois 100 qui font évidemment 800 divisé par 900, un produit en croix, ce qui fait 0,9. En fait, il y a 0,9 des combattants français qui sont à l'UFC, c'est-à-dire moins de 1. Ah, En la fait, stat est folle. pourquoi est-ce que je te dis ça, Kevin? Parce qu'en fait, un bon manager, c'est quelqu'un qui ne va pas mentir à son combattant. Partant du principe où il y a moins de 1 des combattants français qui sont aujourd'hui à l'UFC, tu peux pas parler à 50 de ton effectif en leur vendant le produit UFC, parce que toi-même, tu sais que c'est quelque chose de faux et que tu pourras pas faire. Donc en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir des objectifs qui soient cohérents et qui soient proportionnels au niveau de ton combattant. Moi, j'ai de nombreux combattants pour lesquels je sais qu'ils peuvent aller loin, je sais qu'ils ont un excellent niveau, mais clairement, je n'envisage pas de les mettre à l'UFC parce que je sais qu'à l'UFC, si je devais les signer sur un malentendu, ça ne serait qu'un aller-retour, en fait, tu vois? J'ai pas envie de citer d'exemple, mais tout le monde va comprendre là où je veux en venir. En fait, pourquoi partir à l'UFC si tu nous fais 2 combats, tu t et tu es de l'UFC? Ma question, Kevin, est: est-ce que tu trouves qu'il y a du sens à cette Non, signature à l'UFC? non, non, Voilà. pas du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as des organisations comme Ares, comme, le Brave, comme le PFL, comme Bellator, qui peuvent te promettre, d'excellentes primes, qui peuvent te promettre, un joli projet sportif et un projet où finalement, ton ta carrière va pas s'écourter au bout de 2 combats, tu vois? Donc moi, je pense que chacun a une trajectoire différente, tu vois? Et c'est là où notre, travail devient extrêmement complexe, c'est de trouver quelle sera la trajectoire la plus adaptée au combattant avec lequel tu travailles. D'accord. Bah écoute, c'est Chaud, hein? ouais, c'est très intéressant, surtout que ces choses-là, en fait, ne s'apprennent pas. Guillaume n'a pas été à l'école, il n'y a pas Mmh. encore de BTS Management MMA. Est-ce que Non. tu penses vraiment que ça, c'est quelque chose qui pourrait, par les années à venir, être inventé, peut-être, tu vois? Avoir un Bah, parcours scolaire où ces choses-là ne s'apprennent pas, on apprend ça sur le tas. Comment, tu vois, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui veut en construire fait, la ça, si carrière? tu veux, Kevin, ça, c'est le fruit de presque 10 ans de travail, en fait, tu vois? La méthode qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit de 10 ans où, bah, tu manges des cailloux, où, tu te fais fermer des portes au nez, parfois très violemment. Bah, tiens, regarde, tu vois la tronche de mon nez en plus? Non, mais blague à part, moi, je pense que rien ne peut remplacer l'expérience, en fait, tu vois? Je pense que rien ne peut remplacer, le vécu, en fait, si tu veux. Mais, avec du recul, j'aurais aimé peut-être avoir une formation de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois où on m'apprenne certaines choses qui m'auraient très certainement fait gagner beaucoup de temps, effectivement. Et je pense que ça pourrait être une excellente idée, dans l'avenir, d'avoir une formation pour les managers. Surtout une formation sur, le respect, des règles non dites du MMA. Parce qu'il y a un livre qui n'existe pas, tu vois? Tout à l'heure, on parlait du combattant qui n'existe pas. Là, on va parler du livre qui n'existe pas. Tu vois? Tu as un livre qui n'existe pas, c'est le code sportif du MMA. En fait, c'est le code sportif de comment fonctionne le MMA en interne, sur les choses à faire, les choses à ne pas faire. Précédemment, tu vois, je te citais des managements qui contactent ton combattant, tout en sachant que ton combattant est déjà en contrat avec toi, ce qui est totalement inadmissible, tu vois? Et si on pouvait avoir une formation et éviter ce genre de choses, partir sur un sport plus sain pour éviter finalement de se retrouver avec les déboires qu'on peut connaître dans le football. Moi, je t'ai expliqué précédemment que le football, c'est un milieu que je connais bien pour y avoir Mmh. mis les pieds, de très, 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 très près
Et si rapidement on n'éduque pas les nouveaux arrivants dans le MMA, il se peut que très prochainement on se retrouve avec les mêmes déboires qu'on peut connaître dans le football, c'est-à-dire des mecs qui arrivent avec de nouvelles règles, avec, qui font un peu tout et n'importe quoi parce qu'en fait ils n'ont plus de ligne directive en fait, tu vois. Les mecs savent pas ce qu'on a le droit ou ce qu'on n'a pas le droit de faire, et donc du coup ça devient un peu le Far West, en fait, tu vois? Ça devient un peu un ouais, c'est ça, c'est le Far West, en fait, tu vois? Tout le monde tire sur tout le monde, chacun a ses propres règles, tu vois? Et c'est là où ça se complique. Donc ouais, j'aurais aimé, en fait, ta question elle est intéressante, j'aurais Mhm. vraiment aimé, avoir une petite formation qui m'aurait évité certaines erreurs et très certainement qui m'aurait, fait gagner beaucoup de temps et aussi accessoirement de l'argent, quoi. D'accord. Et justement, tu parlais du football. Est-ce que au niveau de la gestion de carrière, par exemple, d'un combattant qui sort enfin d'un footballeur, pardon, qui sort d'un centre de formation, par exemple, on va prendre l'exemple de Marseille. Je crois, tu vois, Évidemment. il sort du CFA, c'est ça? Il me semble, on appelle ça le CFA. Est-ce que c'est à peu près pareil au niveau? Il est suivi de la même manière au niveau des choix? En fait, si tu veux, là où c'est très différent, ce sont les sommes. Et ça, il faut pas se le cacher, il faut pas se mentir, en fait, tu vois? Un joueur qui sort, pardon, du centre de formation, alors, en fait, pour t'expliquer donc, et ceux qui ne le savaient pas, donc moi, j'étais bodyguard, agent de protection rapproché à l'Olympique de Marseille. Donc moi, j'allais en déplacement avec les joueurs, je restais au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus, enfin, j'étais partout, à l'OM, en fait, donc je sais voilà, je connaissais très bien les gens en interne et je sais un petit peu comment ça se passe. Et en fait, la différence, si tu veux, pour, prendre l'exemple du club de Marseille, c'est qu'à l'époque, la deuxième équipe de l'OM, je crois, était en CFA 1. En CFA 1, il me semble, si ma mémoire est bonne. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand, tu sors du centre de formation, ta route, elle est déjà toute tracée. Tu vas aller en équipe 2, donc en CFA 1, et si tu performes, tu vas aller en équipe première. Donc en Ligue 1, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, quand tu signes ton contrat professionnel, de toute façon, on te garantit au moins 10 balles par mois, tu vois? Et en fait, si tu veux, c'est là où finalement ce sont 2 mondes totalement différents, tu vois? Le football a un écosystème qui est viable, dès la sortie de l'école, en fait. Dès la sortie du centre de formation, c'est viable. Les mecs, peuvent vivre de leur sport et de leur métier, tu vois? Et c'est là finalement où tout est là en fait, tout est Mhm. là dans ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'en fait un combattant de MMA, même aguerri, hein, même avec 10, 15 ou 20 combats, tu imagines que certains d'entre eux sont obligés de travailler. On a des mecs qui bossent parce que malheureusement, nous on n'a pas de rentrée mensuelle, financière. C'est-à-dire que toi, tu dépends des revenus de tes combats. Si tu te blesses, tu te fais, des ligaments croisés, tu prends 1 an sans combattre. Pendant 1 an, tu as pas de revenus financiers, tu vois? Donc tu vois, nous, notre sport, il est très ingrat. Il est extrêmement ingrat, il est extrêmement difficile. Et du coup, pour conclure ce très long argumentaire, je vais répéter ce que je dis toujours, lorsqu'on commence les camps à la BTT: «Les gars, j'espère que vous êtes venus et j'espère que vous êtes ici parce que vous aimez le MMA, parce que c'est votre passion. Mais ne venez pas ici pour faire de l'argent». Parce que tu as vu tout à l'heure la démonstration que je t'ai faite en pourcentage du nombre de combattants qui part à l'UFC. Bah, on pourrait faire la même démonstration sur le nombre de combattants qui va vivre de sa passion. Finalement, ils sont très peu à la fin, tu vois? Donc venez, faites le MMA parce que vous l'aimez. Faites le MMA parce que c'est une passion. Et si vous avez de la chance et si vous avez du talent, peut-être que vous allez réussir à rentabiliser votre passion. Mais encore une fois, rares sont ceux qui vont pouvoir le faire. Donc méfiance les gars. N'ouvrez pas la porte si c'est pour faire de l'oseille, parce que vous allez être, très déçus. Et tu sais, à un moment, j'imagine que tu as dû connaître plusieurs manières en fonction du temps de construire la carrière. En fait, je te parle de ça pourquoi? Parce qu'à un moment, c'était la mode un peu les bilans invaincus. Mmh mh. Mmh. Tu sais? Est-ce que Ouais. alors au début, je pense que on s'en fichait. Quand le MMA il est arrivé, il n'y avait pas forcément on n'y prêtait pas attention. À un moment, il y a eu l'ère un peu Khabib, j'ai envie de dire,
où oh, il est invaincu, il faut être invaincu. Et là maintenant, aujourd'hui, on voit très bien des combattants comme Charles Oliveira, tout ça, qui ont quand même eu pas mal de défaites et qui performent. Et donc j'ai l'impression que cette manière de gérer, elle est moins regardée. Mais est-ce que toi, ça a un peu changé ta manière de manager? Tu t'es dit, ah là, les gars, au niveau des choix de combat, en fait, je parle, tu vois, toujours dans la Ouais, construction de carrière. alors pour te répondre, en fait, moi, je suis tombé dans ce piège-là, dans mes débuts en tant que manager. C'est-à-dire, je pensais naïvement, comme beaucoup, que le fait d'être invaincu, allait emmener les combattants très, très loin. Mais finalement, tu te rends compte qu'entre temps, le MMA, il a évolué. Les outils ont évolué. À l'époque, Fight Matrix n'existait pas. À l'époque, les classements sur Tapology n'existaient pas. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a, il y a parfois, aucun rapport entre un record, invaincu et un classement mondial. Je vais essayer d'imager un petit peu ce que je dis pour pas être trop flou. J'ai déjà pris cet exemple et je vais le reprendre encore une fois. Ici, en Bulgarie, on a un combattant, il est à 19-0. Est-ce que tu te rends compte? Il a repris une victoire de plus, hein, depuis, hein. Au dernier JDF, j'ai dit 18-0. Ouais, Là, il est à 19-0 et je t'invite à mettre son record là en photo que tout le monde ouais. le voit. Dernier combat, c'était il y a quelques semaines, il a combattu contre un mec à 0-0. D'accord? Donc en fait, il est à 19-0, mais le mec combat toujours en Bulgarie. En fait, l'UFC, les grandes organisations, ils sont pas bêtes. Tu vois? En fait, je veux en venir ici, en fait. Les mecs ne sont pas bêtes. Heu, Ce qu'on appelle des pommes de terre, prendre des pommes de terre, c'est bon en début de carrière, tu vois? C'est bon pour se faire une formation si tu n'as pas pu la faire au niveau amateur. Si tu as pas pu te faire tes armes et prendre de l'expérience au niveau amateur, il est bien de le faire au niveau professionnel pendant 3, 4, voire 5 combats. Dépasser 5 combats, c'est que clairement, tu iras nulle part. Si tu es obligé de prendre des mecs, qui sont à 0-0 quand toi tu es à 5-0, c'est que clairement tu n'iras nulle part. Donc pour répondre à ta question, parce que là je suis encore parti dans un freestyle de 5 minutes sur cette réponse, sur cette question, pardon. Hem, à l'époque, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que je voulais, avoir des combattants invaincus le plus longtemps possible. Mais finalement, je me suis rendu compte que les laisser invaincus contre des pêcheurs, heu, ça n'a pas d'intérêt, en fait, tu vois? Et ça t'emmène nulle part et finalement, en fait, tu sais quoi, Kevin? C'est contre-productif et je vais t'expliquer pourquoi. Tiens et retiens bien l'exemple que je te donne. Un combattant, tu le fais monter à 5-0 contre 5 adversaires, mauvais. Non, on va employer les mots, hein, mauvais. Arrivé à 5-0, il va se faire refuser par la majorité des mecs à 0-0, à 0-1 et cetera, tu vois? Parce que tu peux plus au bout d'un moment, tu vois? Et le truc, c'est que tes 5 mecs mauvais, faibles, tu les as battus extrêmement rapidement dans la première reprise. Ce qui fait qu'en fait, sur l'ensemble de tes 5 combats, tu as passé que 5 minutes dans la cage. Ce qui fait qu'en fait, tu es un novice. En fait, tu as fait qu'une reprise, tu vois? Et en fait, c'est contre-productif parce que finalement, ça se transforme toujours de la même façon. Le jour où tu vas prendre un mec chaud, ça se transforme en défaite. Parce que le mec chaud en question, lui, il a déjà fait des décisions. Il sait ce que c'est des combats durs. Il sait ce que c'est, tu vois, quand c'est éprouvant, quand ça demande, tu sais, d'aller chercher quelque chose au fond de toi-même. Et si toi-même, tu n'as jamais encore été le chercher, ce quelque chose, Mmh. bah, tu vas te faire battre et tu pourras plus mentir, tu vois? C'est pour ça que pour finir, ça fait 2 fois que je finis. Pour finir, je t'ai déjà parlé, pardon, de paliers. Tu as vu, j'essaie toujours Mmh. de faire des paliers. C'est-à-dire qu'on essaie de battre un mec, le prochain, on va essayer qu'il soit plus dur que le précédent. Toujours, tu vois? Eh beh, tiens, on prend l'exemple de Noah Guyon. Noah Gugnon. Ouais, voilà, qui là clairement passe donc d'un combat c'était pas un combat facile, hein, clairement. Il me semble qu'il a été à il a été à la décision, hein, sur le Kingdom. Si je- Non, 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 il a Il a battu, terminé? son adversaire par TKO dans la deuxième reprise. C'était dans la deuxième reprise, voilà. Et Ouais, là, qui va au Bellator. Donc ouais. il y a clairement il y a un palier là. Bah, tu vois, regarde, Noah Gugnon, Mm. il a battu en Bulgarie un combattant à 5-0, il y a 6 mois de ça. 5-0, tu vois? Et en fait, il l'a battu dans la première reprise. Et en fait, on est un peu dans le cas de figure que je t'ai cité précédemment. Noah Gugnon qui a été bien construit, intelligemment, ce combattant-là à 5-0 qui a été construit dans la facilité.
Les 2 quand ils se sont croisés, ça a été un massacre. Noah Gugnon l'a massacré. Tu comprends? Donc le combat d'après, j'ai essayé de lui mettre quelqu'un de plus résistant. C'est le cas parce qu'il a été dans la deuxième reprise avec et aujourd'hui, on s'en va encore une fois, on gravit encore une marche. Cette fois-ci, c'est au Bellator contre un combattant qui est à 4-0 comme Hmm, lui, mais un combattant qui, pour le coup, a affronté des vrais noms, a une vraie expérience au niveau amateur. C'est vraiment encore une fois, c'est ce que je t'ai dit, heu, j'essaie de pas mentir aux gens et de pas me mentir à moi-même. On essaye vraiment de construire les mecs de cette façon, étape par étape, palier par palier et tu sais, grâce à ça, j'arrive à voir quand, malheureusement, on arrive aux limites du combattant. C'est-à-dire que là, on se rend compte que, bah, on n'est pas loin de la défaite, quoi, tu vois? On se rend compte que cette victoire, elle était vraiment chaude, c'était compliqué. Bah, là, on le sait. Bah, tu vois le niveau de notre combattant, c'est à cette place-ci à peu près, tu vois? Entre temps et temps dans le monde. Tu comprends? Le bien fait de sûr. travailler de cette manière. Et quand on arrive, par exemple, je prends l'exemple de Benoît Saint-Denis, quand on arrive à l'UFC, c'est encore une construction de carrière, mais là, dans une catégorie, je veux dire, tu vois, pour à chaque fois gravir les paliers pour arriver au dernier stade, c'est-à-dire d'être champion, tu vois. Bien sûr, Kevin, tu sais. J'allais te demander en fait si les organisations, elles t'aident à justement à, à faciliter cette construction de carrière, tu vois. J'imagine que eux, ils calculent pas ça, ils sont pas Non. dans. Tu as raison, tu as raison. Pour le coup, eux calculent moins et c'est là où c'est important. Une fois, j'ai entendu dire dans un podcast qu'un manager, qui soit bon ou mauvais à l'UFC, en gros, c'est pas important parce qu'à l'UFC, tu décides plus de rien, en fait, tu vois? Ce qui est une hérésie, en fait, si tu veux. Moi, j'ai entendu ça derrière mon écran, j'avais envie de mettre une patate dans l'ordinateur, tu vois? Comment tu peux dire un truc pareil, tu vois? Le manager, justement, son vrai travail, j'ai envie de te dire, il commence encore plus à l'UFC. Tu vois? Moi, j'ai imposé et on me l'a beaucoup reproché en plus, hein, dans les podcasts. J'ai imposé à ce que Benoît Saint-Denis prenne un top 20. Tu te rappelles, je l'avais dit. On me l'a beaucoup reproché parce que tout le monde, avait prédit une défaite de Benoît Saint-Denis et certains disaient que le manager de Benoît Saint-Denis devra rendre des comptes après ce combat, tu vois? Bah, là, c'est passé. Aujourd'hui, Benoît Saint-Denis, il est noté 25e. Dans un classement non officiel de l'UFC, il est noté 25e. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est quoi? Même si Benoît, il veut prendre, le numéro 5 de la KT, parce que Benoît, on le connaît, c'est le God of War, tu vois? Mais un bon manager va vouloir que Benoît prenne quelqu'un entre la 15e et la 25e place. C'est-à-dire toujours quelqu'un qui est devant toi, mais monter une marche. Ne pas essayer d'en gravir 3. Quel est l'intérêt d'en gravir 3 quand tu as 27 ans? Tu comprends? D'accord, bon, super. Et une autre question, justement, quand la construction de carrière doit s'arrêter, je parle pour le départ à la retraite, tu vois, par exemple, est-ce que ça c'est le manager qui doit le dire? Tu vois, on en parlait l'autre fois avec Bigfoot. Tu vois, qui a cette responsabilité de dire, bah écoute, ou même en vrai, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de refuser des athlètes parce que tu penses qu'il y a pas de, c'est pas intéressant? Enfin, en quel cas tu t'arrêtes de travailler avec un athlète, que ce soit pour sa construction ou aussi parce que ben, tu lui dis, écoute, là, faut que tu arrêtes de combattre, quoi. T'as pas le niveau, clairement. Heu, alors il y a 2 choses. Tu m'as parlé Ouais, je t'ai d'arrêt posé de plusieurs questions. carrière Ouais, et tu m'as aussi parlé ou alors j'ai mal compris, d'arrêt de collaboration aussi. Parfois, ouais, on peut tout à arrêter fait. de collaborer. Donc je vais séparer en 2. L'arrêt de carrière, jusqu'à présent, j'ai jamais encore été confronté au fait d'être obligé de dire à un combattant: «Écoute, je pense que ça y est, on est arrivé à la fin». J'ai un combattant dans l'écurie, tu sais, qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui ne l'a pas encore annoncé et je lui laisserai l'honneur de le faire s'il souhaite le faire, tu vois? Mais cette décision est venue de lui-même, en fait, tu vois? Parce qu'à un moment, il a senti au fond de lui, en fait. Si tu veux, c'est le moment où tu prends plus de plaisir à aller t'entraîner finalement, tu vois? C'est le moment où tu sens que ça y est, ta tête, ton corps est passé à autre chose, tu vois? Donc dans ce cas-là, évidemment, le manager n'intervient pas et j'espère que je ne serai jamais obligé d'intervenir parce que si je dois moi intervenir, ça veut dire que c'est déjà un combattant qui a été trop tard, qui aurait déjà dû arrêter bien avant, tu vois? Donc voilà, mais ça m'arrivera très certainement un jour
et j'espère que ce jour-là, je serai de bons conseils pour ne pas faire le combat de trop à mon fighter, tu vois? Parce que parce que moi, j'ai envie aussi que mes combattants partent comme des héros, tu vois? Qui partent, avec une carrière qui est encore au top, tu vois? C'est important. C'est important, l'héritage aussi, ce que tu vas laisser aux gens, tu vois? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quant au fait d'arrêter avec un combattant, tu sais, ça m'est arrivé, je vais pas dire souvent, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, parce que parfois, il arrive qu'en cours de route, en cours de carrière, on n'ait plus la même vision des choses. Et c'est là aussi où je te parlais de l'environnement du MMA. Tu sais, parfois en cours de carrière, il y a des personnes qui arrivent. Il y a des Mmh. gens qui viennent et qui te promettent des choses qu'ils ne seront pas capables de te donner, hein, mais qui arrivent à convaincre, le combattant. Comment je peux te dire ça sans en dire trop? Mmh. Les gens comprendront, Ouais, mais bien sûr. je vais pas donner de nom, OK? Mmh. J'ai signé une combattante au Contender Series, OK? OK. Cette combattante, 2 jours plus tard, recevait un message d'une très grande agence mondiale de management qui lui disait: «On veut te signer». La fille lui répond: «Beh, j'ai pas besoin, je suis déjà signée, je suis entre de bonnes mains. J'ai pas besoin, je vais au Contender Series dans quelques semaines, tout va très bien pour moi». Ouais, sauf que moi, je peux t'amener du sponsoring où en fait, clairement, là, tu arrêtes de travailler, tu arrêtes tout. Tu vas prendre minimum 5 000 balles par mois. Tu vas t'enrichir grâce à moi. Je vais t'obtenir la carte verte, c'est la fameuse carte américaine, ce qui fait que tu seras exonéré de taxes quand tu vas combattre aux États-Unis. Les fameux 30, tu auras pas besoin de les payer. Enfin, tu vois, tu as des mecs qui sont quand même de jolis vendeurs de rêves, hein, tu vois? Et je m'arrêterai là pour le moment. OK, ouais, donc c'est important de consolider, justement des bonnes relations avec son athlète. Est-ce que aussi, à partir d'un certain nombre de défaites, il faut arrêter, cette construction de carrière, tu vois, Guillaume? Est-ce que, par exemple, si, un athlète, il a 4 défaites, est-ce que c'est toi qui te remets en compte et tu dis: «Peut-être que là, j'ai mis, le niveau, trop haut», ou c'est le combattant clairement? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu vois, de dire: «Ah non, mais tu pourras pas faire une carrière dans le MMA, faut arrêter là, quoi»? Alors, ça m'est arrivé effectivement il y a quelques semaines, malheureusement, je me suis séparé d'un combattant et je t'en avais parlé, dans le Mmh, JDF. Je t'avais évidemment pas donné son nom parce qu'on s'en fout de son nom, tu vois? Tu vois? mmh, Hem, mais ce que je t'avais dit, c'est que ses objectifs étaient pas en adéquation avec ses résultats, tu vois? C'est-à-dire que, il avait perdu récemment contre un combattant très moyen, hein, et tu sais, quand je dis très moyen, c'est pas moi qui le dis, finalement, ce sont les classements, tu vois? Ce sont les classements qui disent que le combattant est de niveau moyen, tu vois? Et ce même combattant, donc qui perd contre un combattant de niveau moyen, est très insistant. Il te dit: «Oui, mais regarde, tu as signé machin là-bas, tu as signé truc là-bas». Tu vois? Des trucs qui ont rien à voir, en fait, tu vois? Des signatures qui ont rien à voir, des combattants d'un niveau totalement différent, d'une catégorie de poids totalement différente. Et voilà, malheureusement, tu as parfois des combattants et ça arrive de plus en plus, tu sais, avec cette nouvelle génération, McGregor, Netflix, la richesse, la fame qui arrive rapidement, tout ça. Bah, aujourd'hui, tu as des combattants qui se mentent à eux-mêmes et qui sont persuadés d'être de combattants de très haut niveau et qui ont des performances qui sont pas en adéquation avec ce qu'ils vendent, tu vois? Et et c'est compliqué d'expliquer ça à quelqu'un finalement, Kevin, parce que, bah, tu blesses son ego, en fait, tu vois? Moi, j'ai eu une réaction, un peu, colérique de la part de ce combattant, où moi, tu me connais, j'essaie de dire les choses, de la façon la plus honnête et la plus franche possible, sans mettre de filtre, tu vois? Et j'ai expliqué, j'ai dit: «Écoute, tes objectifs, il faut que tu les revoies à la baisse parce qu'ils sont pas en adéquation avec tes résultats. Tes résultats sont moyens, tu sors d'une défaite contre un mec qui est pas terrible, il faut revoir les ambitions à la baisse», tu vois? Et ce combattant m'a reproché de pas croire en lui, tu vois? Et comment je pourrais dire? Si tu veux qu'on croie en toi, donne quelque chose.
tu sais, on vit dans un monde où personne va venir t'apporter quelque chose parce que tu as une bonne tête. On vient toujours t'apporter quelque chose parce qu'on estime qu'il y a Du du mérite. retour sur Mmh. investissement, tu vois? Il faut performer. Si tu veux avoir l'intérêt de grands coachs et de grands managers à côté de toi, tu dois leur donner quelque chose, tu dois leur donner de la performance. C'est obligatoire, tu vois? On te donne rien parce que tu as une bonne tête, en fait, tu vois? Pas dans le sport. Le sport, c'est un domaine qui est beaucoup trop cruel pour qu'on vienne t'apporter des choses que tu ne mérites pas, quoi. Super Guillaume. Et une question comme ça de fan de MMA. Pour toi, quel combattant a eu la carrière ou a la carrière le mieux managé? S'il y a quelqu'un qui t'a impressionné, tu vois. Je parle pas forcément de citer le nom de son manager, mais de dire, tu vois, par exemple, quand on prend Khabib, est-ce que toi, quand tu vois sa carrière, tu dis le manager a été bon? Ou un autre athlète, hein, je sais pas, tu vois, Charles Oliveira, ou je sais pas. Bah, regarde, je vais faire beaucoup plus simple que ça. Je vais te citer quelqu'un avec qui j'ai pas beaucoup de contacts. Hmm. J'avais beaucoup de contacts avec son manager, aujourd'hui beaucoup moins, on s'est un petit peu perdu de vue, sans raison particulière. Mais je vais te citer Mansour Barnaoui. En fait, Mansour Barnaoui, c'est le combattant qui a jamais rejoint l'UFC, qui a jamais été à l'UFC et qui est plus riche que tous les combattants français à l'UFC, hormis, Cyril Incroyable. Gane. C'est un Ok, truc de fou, hein, tu incroyable. vois? Ok. En fait, Mansour Barnaoui a combattu pour la ceinture du M1. Ouais, 1 Tiens 000 000, je crois. d'ailleurs, défaite contre Buchinger, je crois, Ouais. et justement, Abou va affronter Buchinger. Derrière, il fait la ceinture du KSW. Derrière, il remporte le tournoi du Road FC et le 1 million de dollars qui va avec. Et derrière, à un moment où on pensait que sa carrière était terminée, parce que finalement, je crois qu'il était sur une période de 2 années, je crois, sans combat. 3 années, hein, 3 ans, ouais. 2019-2022. Ouais, ouais. Et bah, finalement, on le retrouve sur le tournoi 1 million de dollars du Bellator, quoi, tu vois? Et en fait, tu sais, heu, tu te dis: «Ouais, les mecs, ils sont malins quand même. Ils sont malins, ils sont malins». Ils sont malins parce que en fait, les mecs ne cachent pas leurs ambitions. Leurs ambitions et on le voit à travers la personne que représente Mansour. C'est pas un mec qui court après la fame, après la gloire, après les paillettes et cetera. On voit clairement, c'est un mec qui a dû passer un mot à son manager qui lui a dit: «Écoute, regarde, moi, je veux faire de l'oseille. Voilà, c'est ce que je veux faire. Je veux faire de l'oseille, fais-moi faire de l'oseille» et je pense qu'il l'a plutôt bien fait. Heu Vraiment dommage sur son dernier combat, tu vois? Ça, c'est le gros point noir, mais bon, ça, c'est ni de la faute du manager ou tu vois? Ça peut arriver, tu vois, de prendre une défaite. C'est juste que malheureusement, tu es sur un tournoi, donc du coup, tu te fais éliminer. Mais en termes de gestion de carrière, moi, ça me plaît bien, tu vois? Moi, ça me plaît vraiment bien. Super. Eh ben écoute, c'est parfait pour clôturer ce JDF, Guillaume. J'espère que vous aurez apprécié toutes ces questions posées à Guillaume et toutes ces réponses qu'il nous a données. C'était très très intéressant en tout cas pour moi et j'espère pour vous aussi. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à Guillaume pour le prochain JDF. En tout cas, je salue l'auditeur qui avait posé cette question. C'était très très intéressant de sa part. Donc voilà, Guillaume. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'aurais peut-être pas souligné Eh beh, regarde, est-ce qu'on se fait deux trois réponses, du dernier au JDF? beh, ouais, est-ce qu'on se fait ça? Allez, viens, regarde, c'est parti, Ça on a en fait été deux beaucoup trois de rapides. messages de force, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais on peut les Ça lire. les gars, On peut les lire. écoutez-moi les gars, ça fait très plaisir Kevin parce que regarde, Ah oui. je me suis plaint récemment parce que j'ai trouvé que les experts et que les fans avaient été un peu Mm. durs, avec Benoît Saint-Denis et quant au pronostic qui avait été fait. Donc je me dois aujourd'hui de remercier tout le monde parce que je vois qu'il y a un vrai élan de solidarité et de soutien, envers Benoît et ça fait vraiment plaisir. Il suffit juste effectivement de lire les derniers commentaires du dernier JDF pardon, pour se dire que là, c'est vraiment cool, tu vois? Là, c'est vraiment cool. Bah tiens, il y a Teddy qui me dit: «Dommage que tu n'as pas fait passer le message à Benoît Saint-Denis de continuer à travailler dur pour son prochain combat à Paris pour ne pas relâcher la pression et garder cet état d'esprit de concentration car il n'arrache pas la tête du prochain adversaire. Sa hype va faire pchit. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Être connu, c'est facile, mais le rester, c'est autre chose.» Ouais. Alors merci beaucoup à Teddy.
Mais sincèrement, il n'y a pas besoin de faire passer le message à BSD de continuer à travailler dur. Il le fait quoi qu'il arrive. Ah, les gars, d'ailleurs, il a mis une story, il est Ouais, déjà de retour à l'entraînement. J'ai pu voir en train de soulever de la fonte, donc voilà. ouais. Je vois énormément de messages de soutien, effectivement. Tiens, regarde, ça c'est incroyable, hein. Éric Leduc, 2933. Benoît est ce que la France fait de mieux. Mhm. Ce mec est un héros. C'est quand même incroyable, hein. Je suis vraiment heureux, tu vois? Je suis vraiment heureux quand je vois ça parce qu'en fait, moi, Benoît, c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis des années. C'est quelqu'un, pour qui, bah, je pense, il le dira, vaut mieux lui demander à lui. J'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup œuvré pour l'amener à l'UFC et aujourd'hui sur un meilleur classement, à l'UFC. Mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi une notion de mérite, Kevin, tu sais? Il y a aussi une, notion de comportement, de comment tu te comportes avec ta team, avec ton équipe, avec ton staff, tu vois? Et en fait, Benoît, si j'avais un truc à lui reprocher, bah, c'est rien. Non, franchement, c'est un plaisir. C'est Ouais, et un tu plaisir vois, et et on parlait excuse-moi de te couper, Guillaume, mais on parlait des constructions de carrière et Benoît Saint-Denis, là justement, il a mis un post où il a parlé d'un petit peu les dates importantes et quand ouais, on voit ouais, sa carrière, franchement, là, c'est bon, l'athlète a fait le job, mais faut souligner tous les combats que tu l'as trouvé. Tu avais fait pareil mmh, pour Abdul aussi, hein. On peut ouais, souligner la carrière d'Abdul, hein. Abdul, voilà, faut pas se le cacher. À l'heure actuelle, s'il en est là où il en est en termes de matchmaking, c'est toi qui a fait tout ça. Pareil pour Faresiam aussi, hein. Faresiam, enfin voilà, hein, qui même est rentré à l'UFC avec toi. Donc voilà, ouais, faut rendre à César ce qui est à César, même si bien sûr c'est les athlètes qui sont les principaux concernés. Mais voilà, les managers, c'est les hommes de l'ombre et voilà, en tout à tout cas. fait. Ensuite, mmh, alors tu vois, ça, c'est intéressant. Je me plaignais, en fait, des analystes et là, regarde. On a David Roud 8070 qui nous dit: «Mon opinion. Les analystes, français compris, se sont laissés guider par les codes des paris et ont verni celle-ci d'explications techniques sans prendre la peine de comparer les parcours de Bonfim et BSD. Mmh, je note que certains combattants français ont le droit à des analyses chauvines. Ce ne fut pas le cas pour BSD. Sa masterclass a permis» donc du coup, je vais m'arrêter tout de suite en disant que, hem il y a une phrase que j'ai adorée de Daniel Worin et celle-ci, je veux la reprendre et à partir d'aujourd'hui, je vais la reprendre très souvent. Écoutez bien, Daniel Worin, 2 points, ouvrez les guillemets. Tous ces mecs-là, heu, ils sont dans ils sont dans l'analyse, ils sont dans le a priori, ils sont dans le normalement, il va y avoir, tu vois? Ils sont que dans la supposition, tu vois? Et un truc incroyable que disait Daniel, c'est que nous, on est dans le vrai, nous, on est dans le réel, nous, on vit les choses, tu vois? Et heu et tu sais, je suis tellement surpris de beaucoup d'analyses, pour finir là-dessus, Kevin, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées par les analystes. Tu sais, notamment le côté, bah, le côté bonhomme, en fait, tu vois? Le côté quand tu rentres dans la cage, les premiers échanges, quand tu vois qu'en face de toi, tu as un mort de faim qui t'envoie des middle kicks, comme s'il voulait faire une reprise de volée en finale de Champions League, tu vois? Mm. Tu sais, il y a ce côté qui change beaucoup finalement, la façon dont tu appréhendes le combat, la façon dont tu rentres dans ton combat, la façon dont tu imposes ton rythme à ton adversaire. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, plus que le ouais, alors là, donc le mec, il a fait, 3,57, frappes, effectives par minute, tandis que Benoît en a fait, 2,94, et par conséquent, tu vois? Ah, mais Les Guillaume, c'est analyses, c'est très bien. très dur. C'est très très dur, franchement, de faire des analyses. J'en ai parlé avec plusieurs personnes hein, aujourd'hui et dire un tel va gagner, c'est un travail qui est dur. Alors Bien c'est vrai que sûr. c'est la mode pour les médias, c'est ce qui fait vendre du rêve, j'ai envie de dire, parce que ben, nous, en tant que qu'auditeurs de podcast, on adore ça, écouter des gens parler de combat, tu sais, on s'y voit déjà. Mais en fait, c'est tellement dur, tu vois, et comme tu dis, vous êtes dans le vrai. Parce que moi, je t'ai coupé, Non, non, non. mais tu Non, vois, tu as raison, non, non. il y a ce phénomène aussi de mode un peu de. Aujourd'hui, les auditeurs du MMA français, ils adorent ça, ils sont friands de ces analyses. Voilà. Et moi, je me suis donné le mot sur ma chaîne.
c'est quelque chose que je maîtrise pas en fait, tu vois. Et je ne sais pas vraiment si qui peut maîtriser ça en fait, parce que c'est extrêmement, euh, tu vois, il y a trop de paramètres en fait. C'est bien Bien plus sûr. que des stats en fait, de Non, tale mais of the tape là, tu vois. je suis obligé de me reprendre au risque de mal me faire comprendre. En fait, ce que je dis jamais que il faut pas que les gens fassent d'analyse ou tu vois? Je dis pas ça. Au contraire, c'est vraiment cool que tout le monde s'amuse à faire des analyses. Moi, je trouve ça vraiment très bien, il y a Mhm. pas de problème, tu vois? Mais en fait, il y a tellement plus de choses à prendre en compte que le simple fait que, ouais, le mec, ouais, il a battu machin, truc, ouais, il a fait ça, tu vois? Le MMA, c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu vois? Il y a une question d'opposition de style. Tu sais, regarde, c'est donc je te disais, on va terminer là-dessus parce que je pense que c'est un exemple qui est très bon, tu vois? Je parlais d'opposition de style. Parfois, tu peux perdre contre un mec qui est moins fort que toi parce que son style t'a posé des problèmes. Tout comme tu peux gagner contre un mec qui est beaucoup plus fort que toi parce que ton style lui a posé des problèmes et j'en veux pour preuve, parfois dans le football, tu vois, l'équipe A, elle va massacrer l'équipe B, d'accord? D'accord. L'équipe B, elle va massacrer l'équipe C. Donc tu te dis, si l'équipe A prend l'équipe C, mais ça va être une boucherie. Tu vois, ils vont leur mettre la misère. Et là, surprise, l'équipe C bat l'équipe A. Qu'est-ce qui s'est passé les mecs? Stratégie, formation de l'équipe, composition, hauteur sur le terrain, tu vois? Ça dépend de beaucoup plus de choses en fait, si tu veux. Et voilà, encore une fois, j'appelle justement les analystes à un peu plus de, comment dirais-je, de recherche parce que encore une fois, je pense que la façon dont va se passer un combat dépend vraiment de la façon dont tu abordes ton combat et je pense que Benoît l'a prouvé en abordant le combat de cette façon. Ah, tu c'est chaud quand même, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Et Tu puis, pas la face du mec en face. puis là, si les gens ils se basaient, les analystes, tu vois, ils se basaient sur le dernier combat de Benoît. Tu Ouais. vois, ben d'ailleurs, je vais mentionner Christophe Savoca qui l'a dit. En fait, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui pensent que Benoît, voilà, c'est un bourrin en fait. Il l'a dit dans le Ouais, podcast et tu vois, ils pensent que c'est un ouais. bourrin alors que c'est le combattant sûrement le plus intelligent de la catégorie des Oui, 70. mais Et je mais c'est un reprends ces. bourrin, hein. Ouais, ouais, mais Mais c'est un un bourrin bourrin. intelligent en fait. Tu vois, c'est comme Voilà. Justin Gaethje, c'est comme Dustin Poirier. Ces mecs-là, c'est des bagarreurs. Mais les gars, ils sont En fait, super Benoît, c'est intelligents. un bourrin. Ouais. C'est un bourrin quand on lui demande de l'être, quand il y a besoin de l'être. Non, mais Ok. tu comprends? Ouais. Là où est toute la différence. Mais Benoît, c'est certainement un des mecs les plus techniques, du circuit, tu vois? Sauf que parfois dans ton MMA, il faut de la brutalité, il faut du sale, tu vois? En fait, le propre commence par le sale, tu vois? Tu vois? La paix arrive par la guerre. Bah, tu vois, il faut faire du sale pour avoir du propre à la fin, tu Ouais, vois? c'est vrai. Parfois, dans certains combats, il faut faire comme ça et bon, bah, de toute façon, voilà, hein, il y a eu la démonstration qui va avec, tu vois? C'est pas comme si on faisait que des suppositions Bien sûr. donc heu, donc voilà. Non, c'est cool, c'est cool. Je suis ravi, je suis content. Merci à tous, merci à tous les gars. On va arrêter là avec les commentaires. Merci à tous les messages de soutien. Je les vois. En fait, encore une fois, moi, je suis juste très heureux de voir que les choses ont un peu changé et que les gens aujourd'hui, commencent à apprécier Benoît à sa juste valeur et en fait, moi, c'est ce que je voulais donc pour moi, tout est gagné au jour d'aujourd'hui. Super. Eh ben, on clôture le podcast sur ces magnifiques mots. Merci encore pour tous vos messages. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à nous mettre un petit commentaire et une petite question pour Guillaume ou pour moi. On le fait, on vous répond dans le prochain JDF avec grand plaisir. On vous dit à la Yes. semaine prochaine, les amis. À bientôt. Ciao, ciao, Merci les Guillaume. gars, prenez soin de vous. Merci.